Le savoir-faire horloger, florilège de connaissances et de gestes précis relayés à travers l'Europe, s'est affiné au cours des générations. Il est devenu un art d'excellence dans des régions où les hivers sont longs, où la nature somnole et où il neige du temps libre. Des paysans horlogers aux manufactures écloses sur les pentes jurassiennes, une culture s'est transmise jusqu'à nos jours. Confrontée à la modernité, la tradition artisanale a ainsi survécu et est même devenu un flambeau de la haute horlogerie. Mais ce précieux savoir est aujourd'hui menacé de disparition. Dans les écoles aujourd'hui, il y a un certain savoir qu'on ne transmet plus, qu'on n'enseigne plus. C'est le savoir, notamment le savoir par rapport aux faits main. Ça veut dire que l'enseignement au niveau des écoles se prête à préparer les futurs horlogers par rapport à l'industrie. Pour assurer la transmission de ce savoir ancestral menacé, un projet inédit, généreux et de longue haleine a été mené jusqu'à son terme. Son nom, naissance d'une montre. Dès 2007, une poignée de maîtres horlogers, héritiers de l'art ancestral dont ils maîtrisent encore les gestes, décident de rassembler leur savoir-faire et de le transmettre. À qui? À un professeur d'horlogerie. Sous leur conduite, celui-ci va devoir réaliser de A à Z un garde-temps, apprenant au passage toutes les difficultés et toutes les méthodes à suivre pour y parvenir. Étalé sur plusieurs années, l'apprentissage sera documenté, filmé et conservé pour les générations à venir. Quant au professeur élève, il retrouvera ses classes et leur diffusera un savoir concret. L'initiateur du projet est un des maîtres de la haute horlogerie, Robert Greubel. Pour lui, la transmission du savoir-faire horloger n'a pas de frontières, pas plus qu'à l'origine. C'est un patrimoine universel. C'est pas helvétique, c'est pas suisse, c'est universel. Deuxième acteur du projet, Stephen Forsey, complice de Robert. Les deux hommes ont fondé ensemble la manufacture Greubel-Forsey, aujourd'hui considérée comme l'une des plus prestigieuses du globe. Un art où la passion est le mot-clé. Troisième homme à s'associer au projet, Philippe Dufour. Au Japon, son immense talent a fait de lui une véritable icône vivante. Une montre, c'est un instrument, d'accord, qui donne l'heure, mais c'est aussi une œuvre d'art. Donc on doit y mettre quelque chose en plus. Alors que si vous prenez les éléments constitutifs qui sortent des machines modernes, vous les mettez en place, votre montre elle va bien fonctionner. Mais l'esthétique, elle ne sera pas là. Il va manquer quelque chose. Il va manquer l'âme à la montre. Si on ne fait rien, on va se retrouver dans une, deux générations, on aura des superbes machines, et puis plus personne ne saura les utiliser. C'est en partant de ce constat où on s'est dit, on ne peut pas rester là les bras croisés. Et une des idées, c'est de dire, voilà, on se focalise sur un jeune horloger, en l'occurrence Michel Boulanger, et on lui transfère notre savoir-faire pour qu'il perdure, pour qu'à lui, à son tour, le transmette aussi. Choix judicieux, car c'est un passionné, à la fois artisan talentueux et enseignant, qui a été sélectionné. Depuis son enfance, Michel Boulanger a observé son père, horloger à Allonnes, près de Chartres. Il s'est épris de cet art et depuis lors, où qu'il soit, il y pense, habité par la volonté de transmettre cette flamme à ses élèves. En tant qu'enseignant dans le technique, si on ne pratique pas, on perd. Je ne peux pas concevoir d'enseigner sans avoir au moins de l'expérience. Ce que je propose, c'est qu'on énumère encore, je dirais, les points principaux de notre partenariat en quelques mots. Donc, c'est de réaliser à la main donc un tourbillon simple, 3 aiguilles. Il y aura bien sûr le soutien de Philippe pour toute la partie, je dirais, fabrication, décoration, montage traditionnel. Et de notre côté, donc Steven, moi, Greubel-Forsey, quelques collaborateurs de Greubel-Forsey, trouvera le soutien, je dirais, plus général par rapport à ce projet. La première valeur, c'est le partage. Ça veut dire c'est de transmettre
notre savoir-faire au niveau d'une spécificité d'excellence, de transmettre à d'autres générations. Ça paraît facile, mais quand on est sur des ponts où on a un angle, là, on est comme ça. Ouais. Today, Global Force is a young adventure, and for us it's never too early to start to pass on this know-how and to share it. I think from early in my career there was often a feeling of somehow the watchmaker was retaining some secret and something that the miraculous golden key to enable us to do everything very easily. Actually, one of the realities is that there aren't many things which it's easy to do well, and it's mostly by practice. Moi, j'ai point de secret. Et puis, je me dis, si quelqu'un veut profiter de ce savoir, ben, je monte volontiers, il n'y a pas de cachotterie. Et puis, je me dis, au moins, c'est pas perdu. Les connaissances de Philippe, qui complètent au mieux les nôtres, ce sont les connaissances qui sont liées aux faits main. J'essaye de prendre ce qu'il y a de mieux, ce que j'estime être le mieux dans chaque époque. Mes plans, mes constructions, je les fais à l'ordinateur, ça c'est sûr, hein, mais ça ne nous empêche pas de travailler avec un archet pour polir des moulures. Rebelle Forcet, on est aussi dans la tradition, mais avec une touche très contemporaine. Et puis ces deux façons de travailler réunies donnent quelque chose de très complet par rapport à ce savoir-faire de l'excellence. Bienvenue chez moi, dans mon petit atelier. C'est là que j'officie, comme on dit. Et dans cet atelier, disons, on arrive à faire pratiquement tous les éléments d'un mouvement de montre. Ici, on a une machine qui permet de faire des décorations sous forme de liseré sur les mouvements. Chaque fois que je finis, je dévisse, je visse, et après je dévisse pour avoir juste la pression voulue. Pour le cahier des charges concernant la naissance d'une montre, la seule chose qu'au démarrage qu'on s'est donné, c'est 1750 à 1850. Donc cette période-là, ça correspond à des horlogers célèbres comme Abraham Louis Breguet, Antoine Lépine, Julien Leroy, Ferdinand Berthoud. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à faire des esquisses, proposer des choses. Et tu verrais comment disposer. Montre ronde, généreuse en diamètre, à peu près entre 36 et 38, en diamètre de platine. Pour que ça reste utile et pratique, tu ne peux pas trop imaginer mettre le barillet dessus. The whole process of sharing this knowledge is the most important, perhaps for me, than the end result itself. I think along the way, the exchange, the human contact, and this transmission of know-how through the support of Philippe Dufour and our own team, and this is the beauty of a fine adventure, really. C'est grand la roue, hein. C'est des gros nombres. Hein. Et oui, à mon avis, il y a un problème. Je sors un peu. T'as pas de support mécanisé, automatisé qui vont intervenir, hormis l'informatique par rapport à la conception. Il y a quand même quelques éléments que je ne vais pas fabriquer, les rubis, le ressort moteur et le ressort spirale. Mais toutes les pièces, c'est-à-dire les roues, les pignons, les vis, la platine, les ponts, tout sera fait en atelier. La maquette, ça sera là uniquement pour valider un concept. On va le mettre en pratique. En pratique à l'échelle 5, donc 5 fois plus gros, pour voir éventuellement le ou les défauts qui peuvent être faits au moment de la mise en place. Puis en même temps, le fait de la fabriquer, on a déjà une réflexion sur la façon de faire. Comme on avait discuté par téléphone, c'est vrai, bon, c'était l'idée d'avoir l'affichage de l'heure sur un petit cadran pour dégager toute cette mécanique. On est en permanence, je dirais, un petit peu à se chercher les uns et les autres pour arriver à obtenir ce qu'on veut vraiment. Et c'est au fur et à mesure qu'on avance que apparaît ce qu'on aimerait avoir. Donc normalement déjà là je suis bien positionné en termes d'équilibrage. Et ça c'est une chose, mais moi je te parle du mécanisme de fixation. Parce que je me souviens que comme on est sur des matériaux... Au niveau des fixations, il faudra conseiller Michel qu'on stabilise la fixation, ça c'est important. Le balancier, c'est le cœur de la montre, c'est lui qui donnera toute la puissance à la montre, avec le spiral, les deux ensemble c'est le cœur.
Les éléments de fabrication du balancier résident dans le tournage, dans le fraisage, perçage, taraudage. Les difficultés du balancier résident dans la précision même du balancier et la répétabilité par rapport à son poids, sa masse, son moment d'inertie. Certaines parties du balancier, on va essayer en termes de décoration de ne pas les retoucher. Ça implique que les spectres d'usinage soient les plus conformes, les plus beaux possibles, puisqu'on sait que ces parties-là, on ne peut pas les retoucher. Quand on travaille Philippe, on écoute le bruit, on écoute la sensation, l'espèce de pression qu'on peut mettre, ça change tout. Ben là, il explique, il me dit, t'as pas mis assez de pression. Écoute, ça doit faire tel bruit quand tu dois mettre la pression. Ben, quand on a compris ça, on a un résultat qui est nettement meilleur. Non, il va plus comme ça. Oui, ouais. Ouais. La difficulté dans une réalisation comme ça, c'est qu'on est amené à pratiquer peut-être une dizaine de métiers différents. Fabricant de rouages, de pignons, fabricant de ponts, faire des vis. Alors que dans l'industrie, même déjà à l'époque de 1890 ou comme ça, où la fabrication commençait à se mécaniser, il y avait des spécialistes dans tous les domaines. Gérer un produit comme ça, il faut savoir tout faire. C'est ça la difficulté. On va tailler une roue de 120 dents sur une machine de 1920. Avant de commencer la roue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc avoir une rondelle. Donc là, on a pris une presse à balancier pour découper des rondelles. Donc, il y a des petites rondelles, un peu comme des pièces de monnaie qui tombent. On les met après sur un tour pour les faire tourner rond. On les met après sur un autre posage pour après les tailler sur le tour. On a une roue pour laquelle on doit tailler 120 dents. Waouh, ça ne touche pas. Voilà la pièce finale. La moitié de la roue dans l'ombre, là, parfaite. Alors voilà, Michel, ce qu'on va faire maintenant, c'est des taillages de pignons. Ici, on a le plan que tu as fait, c'est le pignon de grande moyenne. Oui, oui. On va mettre une ébauche, un décolletage. Et les pignons, il faut tailler les dents avec une machine spécifique, avec une fraise. Donc nous, on va tailler dent par dent. Une fois que c'est fait, il faut après réaliser les deux épaulements, les pivots. On va après à la trempe, après on les reprend et on va après faire toute la finition dessus. Ouais, les dents n'ont pas l'air très droites. Déjà, on se rend compte déjà. On va les contrôler. Ok. Notre fraise est trop à l'extérieur. Encore. Top. On retaille à nouveau. On retaille à nouveau et puis comme ça on sera fixé, voir si la correction était bonne. On est parfait là. Alors maintenant la machine est réglée. Si tu vas en faire une trentaine. 30. Ouais. Parce que y en a toujours un ou deux qui vont tomber peut-être à la trempe ou comme ça. Et puis il en faudra quelques-uns pour former la meule de bois. On se rend compte que chaque chose a une importance. C'est des petits éléments, mais si on a un seul élément que l'on ne fait pas correctement, ça va mettre en péril les autres. Le plus compliqué à mon sens, ça a été toute la partie rouage, toutes les roues à fabriquer et les pignons. Honnêtement, quand le dernier pignon a été fait, j'étais content. Non, 3 et 3, ça va pas aller. Tu les décales dessus-dessous. On a même été à un moment donné bloqué, on a attendu, on a réfléchi, on a cherché, on est allé chez Philippe. Puis c'est une équipe, donc chacun amène ses connaissances et on finit par trouver. Elle fait tic-tac. Ça y est. Son cœur bat. Ouf. Ça y est, elle fonctionne. On ne s'est pas trompé dans nos calculs, on ne s'est pas trompé dans notre rapport de vitesse, on ne s'est pas trompé. C'est un moment quand même fort parce que ça y est, c'est aussi quelque part un aboutissement. En 2014, le mouvement de la montre est présenté au SIHH. Une étape fondamentale vient d'être réussie. Le premier battant, il n'a pas été terrible au début. Hein. Il a été timide. Hein. On se dit, tiens, c'est bizarre. Et puis après, bon, on corrige 2-3 petites choses parce que ça reste, il faut savoir que c'est tous des éléments qu'on fabrique, il faut les ajuster ensemble. Puis après, quand elle prend sa puissance, puis qu'on voit que le balancier monte en puissance, puis qu'on entend ce tic-tac, c'est juste magnifique, quoi. C'est musical. L'anglage, c'est la méthode de casser un angle. Quand on travaille sur le tour, ou même à la main, on a tous des arêtes vives. Une arête vive, c'est pas possible, ça peut pas rester vif. Il faut casser les angles. L'angle doit être toujours à 45 et doit être vraiment régulier. On se régale de construire des pièces avec des angles rentrants et on sait que c'est que possible d'angler une pièce avec des angles rentrants si on les fait à la main.
Est-ce qu'il est suffisant en termes de... Non, de taille, il est trop petit. Hein. Faut que tu le doubles là. Ah, le double? Oui. Si t'es crispé, t'arrives pas. Et du coup, ton inclinaison, elle change. Toutes les pièces que j'ai pu faire, je les ai faites au moins 3-4 fois, minimum. Ça, c'est important. D'avoir une pièce au démarrage qui est brute d'usinage, puis qu'on vient polir, puis d'un seul coup, au bout d'une demi-heure, 3/4 ou vers 1 heure, on obtient quelque chose qui brille, qui devient poli. Ça, c'est des moments de bonheur. L'immense bonheur, je dirais, ça a été quand on a amené la montre au CHH en 2015. Je patinais un peu, je dis ça, vous pas ça. Personne n'avait vu la montre fonctionner avant. Je l'ai amenée vraiment pour Genève, donc ils l'ont eu que le lundi matin. J'ai eu de la peine à la garder, il a fallu que je me batte pour la garder parce qu'ils voulaient la prendre tous. Quand on arrive au CHH et qu'on a fini quasiment le dimanche matin, c'est ça, il ne faut pas oublier non plus pour le lundi matin. Et que c'est vrai que Robert, même Philippe, personne ne l'avait vraiment vu, quoi. Ma réaction c'était « Waouh ! Extraordinaire !» Vraiment, ouais, comme on dit chez nous, surprend bien. Cette montre, elle respire Michel. C'est Michel qui en a défini la géométrie, les styles et ces choses-là. De pouvoir co-signer ce garde-temps avec Michel qui a réussi à relever ce défi, Philippe qui était d'un support incroyable, et puis bien sûr toute l'équipe Rebelle Forcé. Donc c'est une signification très profonde. Là, ce garde-temps est une résultante d'une histoire qui va continuer. Déjà Michel, l'idée c'est qu'il fasse 11 garde-temps. C'est pas en faisant un garde-temps, une montre, qu'on peut dire qu'on a acquis un tour de main. Et puis de plus en plus, on retrouve des clients potentiellement intéressés qui comprennent le message. Et ils savent très bien qu'en acquérant un tel garde-temps, aussi ils vont permettre au projet de perdurer et ils participent aussi quelque part à l'aventure.